On doit beaucoup au mouvement féministe et au mouvement de protestation des vétérans du Vietnam pour avoir, d'une part, pour les premières, mis en lumière et attesté de la réalité du traumatisme au travers de la protestation contre le viol, et de dire « mais non, ce n'est pas un fantasme » ou « c'est la réalité et il y a des conséquences à ça et il y a des femmes qui en payent le prix ». Et puis à peu près en parallèle, à la même époque, protestation, vétérans du Vietnam pour dire « ouh, on n'a pas que fait servir notre patrie sur ce coup-là, enfin oui, on l'a fait, mais ça a un prix, il y a un coût à ça ». Et de manière assez intéressante, ils sont aperçus que les conséquences dans une chose, la guerre, et dans l'autre, le viol, eh ben que ça a généré des études. Et il y a eu, évidemment, que l'histoire autour du traumatisme n'a d'avance. C'est après la guerre de 14 qu'on s'est rendu compte qu'avec l'effet du boulet, il y avait des conséquences légères à avoir été exposé à la mort. Mais dans ce cas-là, ce qui a vraiment permis les études et donné lieu à l'existence du Post-Traumatic Stress Disorder, le PTSD, ce sont vraiment aussi ces deux mouvements-là qui ont permis d'attester de la réalité du traumatisme et de la réalité des conséquences du traumatisme. Ce que ça a permis d'attester, c'est que toute personne qui est confrontée à un événement qui arrive de manière brutale et soudaine, qui implique une confrontation à la mort, mais ça veut dire qu'il soumet le sujet à une confrontation à la mort, où, on va dire, il y a une menace de destruction physique ou psychique, va mettre la personne, et c'est là que dans les études ultérieures, c'est très important de dire, va mettre la personne qui le vit, mais la personne aussi qui en est témoin direct, dans des sentiments d'effroi et d'impuissance. Dans des sentiments d'effroi et d'impuissance. Ce qui va évidemment donner après une série de réactions instinctives de survie, quand on est confronté à ce type d'événement, réactions instinctives de survie que sont la fuite, l'attaque ou la tétanie par rapport à un danger. On connaît ça du monde animal. On retourne aux kangourous, on retourne aux reptiles plutôt. C'est le freeze, la tétanie, ou alors partir en courant, ou alors attaquer, même quand on est la mangouste, la petite souris face à l'éléphant. Okay. C'est pas rationnel ce qui va se passer à ce moment-là au niveau de la réaction instinctive de survie. Mais la définition du traumatisme, c'est celle-là. Et dans ce moment-là où ça arrive, où l'événement arrive, il va y avoir on va dire un état de choc psychologique que j'aimerais vous décrire un bout et qui va mettre la personne dans ce qu'on va appeler un état dissociatif. Avant ça, j'aimerais vous montrer, vous expliquer qu'à partir de maintenant, juste là, je vous explique ce qui se passe au niveau du traumatisme psychologique. On les diffère, les traumatismes, grosso modo, en type 1 et type 2. C'est-à-dire, traumatisme de type 1, c'est un traumatisme ponctuel, dont s'il arrive, on espère que ce sera juste qu'une fois dans une vie, mais qui peut être extrêmement grave aussi. Et les types 2, et la maltraitance en fait partie, ce sont des traumatismes qui sont répétés dans le temps et dans la durée. D'accord ? Ça veut dire que ce sont des traumatismes de migration forcée, de guerre, d'internement dans des camps, de maltraitance physique répétée, de maltraitance psychologique répétée, de carence de négligence. Respirez. Okay. Ça veut dire qu'il y a des enfants dans notre pays qui vivent un état de guerre à domicile. Voilà. En fait, j'ai parlé. Ça veut dire que c'est au niveau des conséquences. D'accord ? Donc et ça, c'est des choses qui ont été étudiées. Donc, c'est pour vous donner la mesure. Par rapport au traumatisme psychologique, une des choses qui se passe au départ, c'est qu'il va y avoir un état de choc qui va mettre la personne dans un état dissociatif.
c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va se couper, hein, une partie va se déconnecter, et j'aime apprendre l'image du fusible qui saute pour pas que toute la centrale n'explose. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour pouvoir survivre, il y a une partie qui se déconnecte pour préserver en fait l'ensemble. Ça, c'est ce qui est connu par rapport à un traumatisme psychologique. Et ça donne des choses bizarres sur le moment, parce qu'on a l'impression que le temps passe au ralenti, ou alors on a l'impression qu'on ne ressent pas les choses dans notre corps, ou bien on a l'impression qu'on est déconnecté, qu'on a un effet tunnel, on va se focaliser sur des détails, parce qu'on a une réduction de la vision, et on n'a plus du tout conscience de l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a des victimes d'agression ou de hold-up, enfin, etc., qui peuvent décrire précisément la couleur des yeux de l'agresseur, mais qui ne pourront pas dire quel temps il faisait dehors ni où elles étaient. D'accord ? Ça, c'est l'effet tunnel. C'est sur le moment, il y a cet état, et ça s'explique, et vous aurez quelques explications dans les ateliers cet après-midi aussi, mais par une mobilisation d'un stress, une activation d'une partie du cerveau qui vont faire partir, disons, qui vont activer ce cerveau reptilien des mécanismes instinctifs de survie, fuite, attaque, tétanie. On ne contrôle pas le mécanisme de survie. Voyons, est-ce que je fuis ou est-ce que j'attaque ? Ok, c'est pas un temps, on ne peut pas. Ça court-circuite toutes les parties réflexives, émotionnelles, on ne ressent plus. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui caractérise. Et évidemment, l'organisme est tellement massivement sollicité à ce moment-là, dans ce cerveau-là, qu'il met un petit peu de temps par la suite pour se remettre de ça. D'accord ? Donc ça veut dire que dans les jours qui suivent, eh bien, chez les enfants particulièrement, on va avoir toute une batterie de réactions régressives, de comportements régressifs. La peur, s'accrocher à l'adulte, allumer la lumière, redonner la lolette. Oh non, c'était débarrassé du doudou. Voilà qui revient, on veut dévouler. Enfin, il dormait dans son lit. Et il revient. Ce sont des réactions normales parce que la sécurité fondamentale de l'enfant a été mise à mal. Chez les adultes, ça se manifeste autrement. Toute la batterie de réactions est indiquée là. Ce sont des réactions qu'on nomme des réactions de stress aigu. Elles sont normales, adaptatives dans les semaines et les mois qui suivent l'événement. Ça joue ? Je ne peux pas m'attendre beaucoup plus que ça parce que j'aimerais vous présenter quelqu'un. C'est Ralfred. Voilà, je vous présente Ralfred qui va être utile. Alors bon, il a déjà été un petit... Ne vous attachez pas. Il va être un petit peu maltraité. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas moi qui ai commencé. Il n'y a qu'à avoir quelqu'un la tatoué sur la tête. Enfin voilà, mais il arrive à sucer son pouce, donc tout va bien. Voilà. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe par rapport au traumatisme répété. D'accord ? Donc, vous vous installez, vous respirez, vous vous mettez dans votre espace de sécurité, et puis on y va. À un moment, l'enfant avance sur son chemin de vie. Je ne vais pas lui donner particulièrement un âge. Il se développe, il passe de l'attachement sécure, bien sûr, à l'exploration, où il va aller explorer le monde, à l'identité, où il va revêtir des costumes que des fois on aimerait bien qu'ils ne sortent pas de la maison avec, à la stade de la... Il marche dans la vie. Et un jour, il se passe quelque chose d'énorme, qu'il ne comprend pas, qui le met dans un état de terreur extrême et qui fait que, vous êtes prêts ? Et qui fait que il y a dissociation. C'est qu'à un moment donné, quelque chose se coupe pour que tout le système puisse continuer à exister. Si ça arrive une fois, si on peut reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, que l'enfant a eu peur, que l'enfant a eu mal, qu'on peut le rassurer, qu'on peut être patient, et plus on est patient, et plus ça va vite, parce qu'il a un job à faire. Il faut qu'il se développe. Donc, on peut l'entendre, l'écouter, le croire, eh bien, il se remet, et puis il reprend le cours de sa vie. Évidemment, peut-être, parfois,
il y a un petit truc de cet événement qui reste coincé, mais on s'en occupera plus tard. Le problème, c'est que, il se passe quelque chose, il avance et ça recommence. Puis là, alors il se rabiboche un petit peu, et puis un petit peu, et puis ils essaient de ramener, et ça recommence. Et il se passe qu'au fur et à mesure, l'enfant grandit avec une partie de lui dont il se coupe pour ne pas ressentir la peur, la douleur, la terreur, la honte, la trahison, la rage, l'impuissance. Parce que si je ressens tout ça, je peux d'une part plus du tout me développer et je peux même mourir. Donc à un moment donné, je vais me déconnecter, ce n'est d'ailleurs pas vraiment mon choix, je me déconnecte pour pouvoir continuer à avancer. Et je m'en sors pas trop mal. Évidemment, je ressens plus grand-chose dans mon corps. Évidemment, je me cogne un peu partout. Évidemment, à l'école, j'arrive pas vraiment à me concentrer. Évidemment, je me fais beaucoup punir parce que je suis pas tout à fait comme les autres. D'ailleurs, les autres, je ne sais pas pourquoi, ils m'en veulent et puis ils me mettent de côté dans la classe, etc., etc. Quand ce genre de choses arrive et que le trauma se répète, l'enfant qui survit va montrer par des signes qu'on appellera, nous, des symptômes, que quelque chose ne va pas. Mais il continue, et il se développe, et il avance. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose dans la vie de tout le monde qui est ici en tout cas, c'est qu'on arrive à la puberté, à l'adolescence. C'est à peu près lié, sauf que l'adolescence dure beaucoup plus longtemps. Et on ne sait pas exactement par quel phénomène, et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose qui est basé sur ma pratique, réellement, et pas que la mienne, mais il y a quelque chose de magique qui se passe à l'adolescence. Alors, pas toujours très agréable, surtout quand on a des adolescents à la maison, mais il y a quelque chose qui se passe qu'avec la révolution hormonale, cet petit truc qui a été mis de côté, ça, c'est le petit truc-là, c'est la partie blessée, qui a été humiliée, etc., refait surface, vient se coller dans le dos, vient prendre de la place, et que ces jeunes, ces adolescents, ont une opportunité, le font inconsciemment, ça se passe et ça se rejoue, de remettre en scène le traumatisme. Et là, c'est vraiment intéressant et à ne pas manquer de comprendre comme grille de lecture. C'est à un moment donné, si j'ai traversé la mort une fois, il n'y a pas de raison que je ne la traverse pas deux fois. Comportement à risque, violence contre soi, contre les autres, scarification, tentative de suicide. Les comportements à risque, ce n'est pas les transgressions des limites. Nous avons, je l'espère, tous transgressé quelques limites, parce qu'il paraît que ça fait partie d'une note de bon développement. Par contre, faire la roue sur l'autoroute, marcher sur la rambarde d'un pont, ça, ce ne sont pas des transgressions, oui, ce sont des transgressions de limites, mais qui portent atteinte à l'intégrité physique. Crever les pneus d'une voiture de quelqu'un qu'on n'aime pas, arracher des sacs à main, on est dans la transgression au niveau de mise à mal, menace de l'intégrité physique ou psychique. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ce jeune est en train de remettre en scène qu'il a déjà vécu? Et un grand nombre de maltraitances, quand vous regardez les chiffres, se sont passées, surtout au niveau sexuel, se passent dans la petite enfance, la première fois. Donc, là, il ne s'agit de pas louper de coche. Et puis de dire, quand ça se rejoue, comment est-ce qu'on peut arrêter le comportement qui met à mal? On stoppe le comportement qui est délinquant, agressif, agressif, auto-agressif, on le stoppe et après, on va regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Eh bien, si la jeune fille tombe follement amoureuse
de son prof d'allemand, ça peut arriver, l'allemand, non, pas l'allemand, si la jeune et vraiment va dans une attitude d'hyperséduction. C'est une histoire, j'ai raconté une histoire qui est réelle, c'est ce jeune médecin qui me disait, qui m'a appelé après, quand je travaillais à Famille Solidaire, puis qui me dit je ne sais plus quoi faire, j'ai une jeune fille qui sort quasiment de mon cabinet, je la suis depuis longtemps pour des maux de ventre, des maux de dos, et puis elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi et elle est venue s'asseoir sur mes genoux. Et puis je lui dis oui, et puis il me dit ben, j'ai dû la repousser, puis pourtant je sais qu'elle a une enfance très malheureuse, j'ai dû la repousser, puis je lui ai dit je suis mariée. Puis j'ai dit bah, c'est super. Ben, c'est super. Et que se serait-il passé s'il l'avait prise dans les bras? Et s'il avait commencé à l'embrasser? Et si une relation s'était nouée avec, finalement, quoi, 10 ans de différence? Je parle d'une jeune fille qui avait 14 ans. Hein. On est dans quoi? On est dans la répétition. Et là, pouf, ça, vous êtes prêts? Hop, on le renvoie aux oubliettes. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que vous êtes obligés de rester pour la deuxième conférence, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe hein, au niveau du système, au niveau du parcours de guérison. J'aimerais continuer encore, puisque je suis là-dedans, et ça me paraît important pour vous donner la suite. Soit il y a quelque chose, et on verra cet après-midi qu'il y a, parce qu'il y a des témoins secourables. Et c'est pour ça que... et vous en faites partie, aussi qui aident à cette récupération, qui voient, qui entendent, qui comprennent. Et puis parfois, il n'y a pas. Et puis c'est vrai que parfois, il n'y a pas. Et puis ça veut dire qu'on va être dans un système où on grandit et où on continue à évoluer avec cette partie-là qui est enfouie à l'intérieur et qui va jusqu'à disparaître. L'amnésie, dans les situations de violence sexuelle, est réelle. Elle n'est pas toujours là, mais elle est réelle, elle existe. On ne se souvient plus et on a des comportements particuliers. D'hypervictime, revictimisation, dépendance, je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Mais un des gros risques, c'est quoi? C'est qu'elles s'enfouissent tellement, tellement loin, pourtant elle existe, c'est la partie blessée, qu'à un moment donné, il y en a qui me connaissent un petit peu ici, qui est-ce qui est prêt à... Personne ne veut recevoir. Ouais. Qu'à un moment donné, je vais juste dire... oui, vous vous préparez. Qu'à un moment donné, j'ai été maltraitée, abusée sexuellement pendant mon enfance. À un moment donné, j'ai une fille. Ma fille atteint l'âge que j'avais à peu près au moment. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui arrive et qui secoue et qui s'agite et qui fait que c'est tellement insupportable pour moi que cette partie-là blessée, je vais la projeter sur l'autre. Et je vais donner à sentir à ma fille quelque chose qui est totalement coupé de moi, qui est là, mais que je ne peux plus ressentir. Et à charge à elle, 6 ans, d'arrêter ce processus, de me tenir tête et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Difficile, hein? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Ok. Alors, qui c'est qui va s'en occuper? Alors, en général, en assistant social du SPJ. Non, vous enlevez aussi ça de la caméra. On verra après. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'en occuper et pas être dans le sauveur. D'accord? Mais le processus de dissociation, c'est celui-là. Une des choses qui se passe, c'est que dans ce traumatisme répété dans le temps, dans la durée, dans la fréquence, on est dans quelque chose où la situation traumatique se reproduit. La dissociation perdure, les syndromes, ce qu'on appelle nous les syndromes de reviviscence, d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative perdurent. Et surtout, important de se rappeler l'altération de la perception de l'événement, voire même de l'agresseur.
l'agresseur, parfois, ça peut se transposer. Vous avez des enfants qui, il y a aussi d'autres raisons, mais peuvent accuser une autre personne. Comme à un moment donné, c'est l'agresseur, ça devient une espèce d'ogre ou de monstre qui est là la nuit, mais la journée, c'est le gentil beau-père ou belle-mère, parce qu'il y a également des femmes qui perpétuent des actes d'ordre sexuel sur leurs garçons ou leurs filles. Donc, on est dans quelque chose de l'ordre de la répétition. Une autre chose qui est très importante, c'est que quand la violence sexuelle s'opère, il y a tout un phénomène d'emprise que je décrirai plus tard, dans la deuxième conférence. Mais il y a un phénomène d'emprise, d'une part, et il y a un rapport de pouvoir, d'autre part, qui est tel que même si le cerveau reptilien est activé lors du traumatisme, s'il s'agit d'un enfant et qu'à côté il y a un adulte, et qu'en plus cet adulte c'est celui auquel je devais m'attacher, quelle est la réaction instinctive de survie que vous pensez va être là? La fuite? L'attaque? Acceptable? Non. La tétanie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là où il y a cette tétanie? Qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là de vide, de néant, d'aspiration? Ma collègue Catherine Briot, avec qui je donne beaucoup de cours, on a développé l'image du vampire. Cette vampirisation, dans cet espace-là, vient se mettre ce qu'on va appeler l'abuseur introjecté. Peut-être que c'est un petit peu... Je reviendrai là-dessus. L'abuseur introjecté, Ferenczi, qui est un contemporain de Freud, en avait parlé dans un article très intéressant sur confusion de langue entre l'adulte et l'enfant. C'est comme si dans cet espace de vide, de dissociation, venait se mettre l'abuseur et les messages qu'il donne. Tu ne vaux rien. Tu mérites qu'on te traite comme un objet. D'accord ? C'est tous ces messages extrêmement négatifs avec lesquels nous travaillons. Que ce soit chez les enfants. Alors j'ai envie de dire pour ceux qui travaillent avec des enfants, ce qui est difficile, c'est qu'ils ne parlent pas de ce qui se passe tellement, mais ce qui est chouette, c'est que quand on peut en parler ou qu'ils reprennent le cours de leur développement plus rapidement. Chez les adultes, on verra ça cet après-midi, après la pause. Donc l'enfant, dans cet espace dissociatif, il se passe aussi autre chose, c'est qu'il est pris en conflit, qui est un conflit, mais biologique, entre le fait qu'il a besoin de s'attacher, et on a besoin de s'attacher, c'est pas que 0-1 an, on voit tout à l'heure, c'est au travers tout ça, on a besoin de s'attacher, mais en même temps, la personne à laquelle je dois m'attacher, ou parfois parce qu'il y a plusieurs abuseurs, auteurs d'abus, eh bien, me provoque en moi, mais psychobiologiquement, le fait que je doive fuir. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? La dissociation est un bon moyen. Analgésie, je ne ressens pas la douleur. Amnésie, je ne m'en souviens plus. Et puis après, somatisation, le corps qui parle, les plaques d'eczéma, les maux de ventre, les maux de dos. On verra après les... Pour vous illustrer la dissociation traumatique, c'est une série de schémas qu'on a co-construit avec ma collègue Catherine Briot. Mais l'enfant, à un moment donné, on verra comment ça se joue à l'âge adulte, l'enfant va se dissocier. On parle d'un éclatement, parfois, vous entendez ça, éclatement de la personnalité, je vais même enlever le terme clivage, parce que c'est trop compliqué. Il y a une partie blessée qui est là. Il y a l'enfant qui tient le coup, la résilience, et qui continue à se développer. Et quelque part, il va y avoir, à un moment donné, ces messages de l'abuseur introjecté, de la partie abusive. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces messages-là, c'est pas seulement quand il y a un agresseur qui va abuser, violenter l'enfant, ce qu'il dit ou ce qu'il fait comprendre, en 2 mots, tu ne vaux rien et tu mérites qu'on te fasse ça, c'est aussi, la partie abusive est aussi composée
de l'entourage de proches qui a vu, n'a rien dit, n'a pas cru, a traité l'enfant de menteur, ou alors qui n'a pas pu voir et qui fait que les messages reçus, c'est la même chose. Je ne vaux même pas la peine qu'on prenne, qu'on vienne à mon secours. Donc c'est les messages de l'agresseur et c'est les messages reçus par l'entourage qu'on qualifie de non protecteurs. C'est assez mouse costaud, hein? C'est pas très scientifique comme terme. Okay. C'est très puissant. Et en tant que thérapeute, nous allons devoir soutenir, bien sûr, la partie. Nous allons être à l'écoute de la partie de l'enfant blessé, de la blessure, de la souffrance, quand on peut la reconnaître. On va soutenir la résilience à fond, comme on peut, soutenir les capacités de résilience, et on va se positionner le plus clairement possible par rapport à cette partie abusive. Quand on a des jeunes enfants qui font du mal, qui se font du mal, notre positionnement par rapport à ça, c'est de leur expliquer, en d'autres mots que ce que je vais peut-être faire maintenant, qu'ils n'ont pas à payer, eux, ou à faire payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. D'accord ? Donc ça va être cette dynamique-là. Je voulais vous relire un témoignage par rapport à la dissociation traumatique qui permet d'illustrer réellement ce que c'est dans une situation de violence sexuelle. Vous êtes prêts ? Respiration, espace de sécurité. Pendant qu'il m'obligeait à avoir des rapports sexuels, je ne ressentais rien. Je quittais mon corps et j'avais des trucs que j'utilisais. Par exemple, je me réfugiais dans les fleurs de la tapisserie. Je devenais une fleur parmi les autres. Une autre fois, un oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Je suis devenue cet oiseau. Je me suis envolée loin. Je volais au-dessus de la ville et des montagnes. J'étais comme coupée de mon corps, des sensations. Plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais pas sensible à la douleur comme les autres filles. Je me suis brûlée grave une fois, mais je n'ai rien senti jusqu'à ce que cela s'infecte. J'arrivais aussi pas bien à distinguer les goûts, le sucré du salé par exemple. Le pire, ça a été le déni de grossesse. Quand j'ai eu tellement mal au ventre et que le bébé est sorti, quand je suis allée aux toilettes, je sais qu'on ne m'a pas cru, mais pour de vrai, je ne savais pas qu'il était là. Donc, on voit que ça peut vraiment aller aussi loin. Par rapport aux enfants et aux adolescents, je vois qu'il est 10h13 et puis qu'on va avoir besoin d'une pause. Par rapport aux enfants et aux adolescents, je vais pas juste pour dire que, et aux adultes à peu près, j'ai essayé de faire un peu de générique. Je vous laisse prendre connaissance un peu de tous ces... Il y a des choses qu'on retrouve en lien avec la dissociation, bien sûr. La dissociation, c'est quand même quelque chose qui ne passe pas inaperçu. En tout cas, pas pour nous, professionnels, qui sommes là, souvent, j'imagine pour vous, dans un rapport individuel avec l'enfant ou l'ado ou l'adulte. Comment est-ce qu'on fait ? Et je dois dire que j'ai aussi accepté et je suis ravie d'être là pour vous parler aujourd'hui aux psychomotriciens parce que j'ai aussi un bagage au niveau psychocorporel et puis je sais que vous avez une potentialité dans votre clinique de réellement aborder et voir des choses que peut-être que certains... Il y a beaucoup de psychologues dans la salle, de mes collègues psy, voilà, où on est dans un rapport peut-être plus face à face, hors mouvement. Je caricature un peu, mais on est peut-être... Voilà.
Donc, il y a des symptômes en lien et des signes en lien avec la dissociation qui se retrouvent au travers de tous les âges et aussi en lien avec la mémoire traumatique, les troubles du sommeil, l'hyperagitation, les troubles somatiques sans cause organique, les comportements répétitifs, les peurs, les angoisses, les phobies, etc. Alors bon, en général, je vous donne ça à titre indicatif, mais les listes de signes et de symptômes, ce n'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est d'abord de savoir qu'il ne suffit pas d'un signe ou d'un symptôme pour parler de violence sexuelle, que c'est un faisceau. Mais en général, il est là. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est quoi? C'est observer. C'est observer et pouvoir se donner les moyens de voir, d'entendre et de croire. C'est vraiment ça, de sortir de l'inaudible, l'innommable et de l'indicible. Observer, écouter, formuler, reformuler, croire, noter, partager. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Vous pouvez observer les signes physiques. Vous pouvez observer les signes psychosomatiques. Vous pouvez observer les retards, pour ceux et celles qui travaillent avec des enfants, les retards de développement. Vous pouvez observer les troubles du comportement. Vous pouvez observer également les troubles psychiques. Une des choses que l'on repère chez des enfants ou un domaine d'observation quand vous avez l'occasion, c'est le lien avec l'autre, le relationnel. Quand un enfant est violenté sexuellement, il est atteint dans sa faculté, évidemment, d'être en lien avec l'autre. L'autre, généralement, évidemment, devient plutôt soit dangereux, source potentielle de trahison, de douleur, de souffrance, ou alors, comme on l'a vu, il devient peut-être source d'hyper-attachement, et c'est parfois des enfants qui viennent se coller à vous et que vous avez juste envie de les enlever parce qu'il y a quelque chose dans ce rapport-là. Qu'est-ce qu'il vous donne à sentir? Travaillez avec votre ressenti. Qu'est-ce qu'il vous donne à sentir de quelque chose qu'il connaît trop bien ou par cœur? Donc, observez la relation aussi avec les autres enfants. C'est extrêmement parlant. Qu'est-ce qui fait que c'est cet enfant-là qui est le bouc émissaire et à qui les autres enfants disent « Oui, mais madame, il pue, lui. Je ne peux pas le sentir. » Okay? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne suffit pas d'une seule signe ou symptôme. Il y en a un faisceau. Hein? Ou alors qui vient peut-être ce qu'on appelait avant, c'est plus du tout à la mode, le leader négatif, qui entraîne les autres dans des comportements à risque. D'accord? Donc, observez la relation avec moi, observez l'attitude des parents. L'enfant blessé, l'enfant violenté, l'enfant qui a été violenté sexuellement, quand il peut à un moment donné montrer, dire, parfois dire, mais en tout cas faire état de, il y a plusieurs cas de figure. Il peut être vu, cru, entendu par vous, par des proches, et protégé. Évidemment que la règle numéro 1 pour ça, ce serait que la maltraitance s'arrête. Que la maltraitance s'arrête pour que le développement reprenne. Et qu'avec la plasticité du cerveau et neuronal, on y arrive. Il faudrait que la maltraitance s'arrête. Dans certains cas, l'enfant parle, il n'est pas cru, il est rejeté, il est taxé de menteur et il est revictimisé. Mais par les proches. Et puis parfois, il n'est pas cru par ses proches, mais par des témoins secourables. Parfois, c'est nous. Dépistage, signalement, dénonciation. Parfois, malheureusement, parce qu'on n'a pas un système parfait, qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens, placement, on sépare de la maltraitance pour qu'il puisse reprendre le cours de son développement. Et puis parfois, il est sous emprise complètement, ne parle pas,
et il n'y a jamais un mot qui sort. Et puis, parce qu'il est tellement dissocié, parce que ça arrive que la dissociation, ce soit le petit garçon, la petite fille, totalement absent. C'est celui qu'on oublie sur le quai de la gare à la course d'école. On oublie qu'il est là, tellement il est hyper adapté. Parfois, on ne sait pas. Parfois, l'enfant ne va pas être ni vu, ni cru, ni entendu. Et parfois, la maltraitance perdure. Mais il y a des adultes autour, des proches, qui le considèrent avec respect comme un enfant. Et qui, tous les matins, vont peut-être, quand ils passent devant la boulangerie ou le kiosque, ça arrivera que dans les plus petits villages, à mon avis, va lui offrir une barre de chocolat ou un petit pain, ou qui, quand il arrive à l'école, tous les matins, avec son prof de classe, avec qui il a une bonne relation, il va y avoir un bonjour, un réel mise en lien avec quelque chose. Ah, bah dis donc, aujourd'hui, t'as mis une barrette ou bien, et le match de foot de hier, c'était comment? Une attention particulière. Et parfois, ça fait toute la différence. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les